Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la CCI de Toulouse-Haute-Garonne. Dans le cadre du parcours régional Industrie du futur, porté par la région Occitanie et cofinancé par l'État, le réseau des CCI Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie, vous propose un webinaire sur la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur, à travers des interventions et des témoignages dont nous entendrons Christophe Bentanax, directeur de projet mutation industrielle à la région Occitanie, David Machenot, cofondateur d'OPO, référencé par la région Occitanie dans le cadre de ce parcours Industrie du futur, et Loïc Daïdé, président de Sofacap. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Il est également retransmis en live sur la page Facebook de la CCI de Toulouse. Sachez également que le Facebook Live est enregistré et que vous pourrez consulter le replay à tout moment sur cette page Facebook. Donc, dans la première partie, nous allons laisser la parole évidemment aux intervenants. Et sur la deuxième partie, nous la consacrerons à vos questions. Donc, nous en avons déjà reçu quelques-unes en amont. Et vous allez pouvoir continuer, bien sûr, à en poser tout au long du webinaire. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, nous avons coupé vos micros. Et nous vous invitons à poser vos questions dès maintenant sur l'onglet Converser que vous trouvez en bas dans le bandeau du bas de l'application. Donc, nos modérateurs liront toutes les questions, les soumettront aux intervenants. Donc, nous tenterons de répondre à un maximum de questions durant ce webinaire. Pour les questions auxquelles nous ne pouvions pas répondre aujourd'hui, nous vous inviterons à la fin du webinaire à prendre contact directement avec les intervenants. Leurs coordonnées vous seront communiquées par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, il est temps que je passe la parole aux intervenants. Donc, c'est à Christophe Bentanax. Merci. Merci Sylvie. Donc en préalable à ce webinaire et avant de laisser intervenir David Machenot de la société Sofacap sur son témoignage sur l'accompagnement dont elle a pu bénéficier sur cette thématique, on souhaitait vous repréciser le cadre et donc évoquer ce parcours régional industrie du futur que la région a mis en place. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un programme spécifique d'accompagnement qui a été mis en œuvre en région avec le soutien financier de l'État dans le cadre du programme 10 000 accompagnements, du programme national. Donc c'est un programme qui est doté d'un budget global de 6 850 000 euros, 3,65 millions qui sont apportés par la région et 3,2 millions qui sont apportés par l'État pour aider les entreprises industrielles de notre territoire régional à se transformer par les nouvelles technologies, notamment nouvelles technologies digitales, pour gagner en performance et en compétitivité. Et c'est un point important dans ce programme, en performance et compétitivité, mais tout en répondant aux nouvelles exigences qui s'imposent à notre tissu industriel en matière de responsabilité environnementale, mais aussi en matière de responsabilité sociale. Donc ce parcours vise à répondre à un objectif, c'est bien entendu d'aider nos entreprises à identifier leurs leviers de compétitivité, d'attractivité, de croissance, mais surtout de leur permettre de s'engager dans un processus de transformation qui soit à la fois significatif et durable. Donc, on entend bien engager une démarche durable et pas uniquement des one-shots. Ce parcours, il s'adresse à tout type d'entreprise jusqu'aux ETI, quel que soit leur secteur industriel, avec une définition de l'entreprise industrielle qu'il a fallu restreindre, mais que nous avons malgré tout souhaité assez large, puisqu'il s'agit des entreprises ou établissements qui ont une activité principale de production, de fabrication ou de transformation, ou une activité qui combine des processus industriels et des facteurs de production de biens ou de services. Typiquement, on souhaitait pouvoir accompagner dans le cadre de ce parcours des entreprises telles que des blanchisseries industrielles ou des usines de recyclage. Autre point important, ce parcours s'adresse aux entreprises, quel que soit leur degré de maturité technologique au regard de ces enjeux de l'industrie du futur. Pour proposer cet accompagnement, donc, il s'appuie sur une prestation
réalisés par des cabinets spécialisés, avec une intervention publique qu'on a souhaité la plus incitative possible, à savoir une subvention qui peut couvrir tout ou partie des coûts de la prestation, qui peut aller donc de 6 000 euros jusqu'à 21 000 euros en fonction du type de parcours choisi. On parle de parcours puisque on propose de l'organiser en deux phases. Une phase d'accompagnement dit court, sur 5 jours obligatoires, qui s'appuie sur un diagnostic 360 systémique. Cette phase est financée à 100% par la région, sur un coût plafonné à 1 200 hors taxes par jour consultant, et la possibilité d'engager un accompagnement plus long à l'issue de cette première phase, accompagnement qui pourra aller jusqu'à 25 jours supplémentaires, et que là, la région, avec le cofinancement État, peut financer jusqu'à 50%. Ça représente une subvention supplémentaire de 15 000 euros maximum qu'une entreprise, dont peut bénéficier une entreprise. Au-delà de cet accompagnement-là, qui est de la prestation de conseil, l'objectif, c'est bien entendu, que ce soit pendant ou à l'issue de cet accompagnement, d'amener les entreprises à mobiliser l'ensemble des aides régionales, en soutien à l'investissement productif, à la transition numérique, mais aussi peut-être à des projets d'innovation ou de développement à l'international, autour de nos grands dispositifs que sont les passes Occitanie et les contrats. Un mot sur ce qui fait l'originalité de ce parcours d'accompagnement, c'est son approche qu'on a souhaité globale et systémique de la performance de l'entreprise. Dans le cahier des charges des prestations proposées, nous avons souhaité que puisse être adressé l'ensemble des facteurs déterminants pour une entreprise dans un processus de transformation vers l'industrie du futur, mais aussi leurs interrelations et leurs impacts sur l'ensemble des processus opérationnels. Ces facteurs déterminants, on en a retenu 7 que vous voyez à l'écran. Donc, il s'agit bien entendu, et c'est le préalable, la vision et la stratégie du dirigeant. Il s'agit du volet technologique au travers de l'intégration des technologies du numérique, des nouvelles technologies de production avancée. Il s'agit des aspects de performance industrielle, parce que c'est bien l'objectif. Il s'agit également des aspects de performance organisationnelle, des sujets liés à la qualité, des problématiques liées à l'entreprise étendue, à la continuité numérique. Bien entendu, je l'ai indiqué en préalable, un volet performance environnementale et énergétique, un volet humain qui est au cœur de l'ensemble de cette démarche, et je pense que les témoignages au cours de ces webinaires en apporteront, si ce n'est la preuve, du moins une démonstration. Donc, tout le volet humain, que ce soit dans l'accompagnement au changement, dans la valorisation des salariés, des compétences, des savoir-faire. Et enfin, un dernier facteur qu'on a souhaité pouvoir adresser, qui sont les enjeux de performance économique et notamment les enjeux autour des nouveaux modèles économiques, que ce soit autour de la servicisation ou de l'économie circulaire. Pour pouvoir bénéficier de ce parcours, il y a une condition, c'est faire appel à un des prestataires que nous avons référencés sur la base de ce cahier des charges que je vous ai présenté succinctement. Donc, nous avons 7 prestataires qui ont été référencés suite à un appel à manifestation d'intérêt qui a été clôturé fin 2019, parmi lesquels, bien entendu, le cabinet OPO qui témoigne aujourd'hui et qui est associé au cabinet Socodit, mais également les cabinets Agilea, l'AFNOR, qui est en partenariat avec Bosch Rhodes, Altran, Silad, Inextenso et TopTech, qui interviendront dans le cadre de prochains webinaires à venir dans le courant du mois de juin et de juillet, là aussi avec une entreprise qu'ils ont accompagnée sur ces thématiques et qui pourront partager leurs témoignages et capitaliser leur expérience. Ces 7 cabinets comme OPO, ils ont été référencés par leur capacité à démontrer leurs compétences en tant qu'architectes de l'industrie du futur, capables de répondre à cette approche globale et systémique que nous souhaitons porter. Il s'agissait
pour nous, région, non pas de s'appuyer sur des spécialistes d'une technologie, considérant que la technologie n'est pas une finalité a priori, c'est un outil de la transformation, elle répond à des objectifs. Ils ne sont pas non plus, on ne leur demandait pas non plus d'être spécialistes d'un secteur d'activité en particulier, mais bien spécialistes de la transformation dans l'industrie du futur et de pouvoir adresser à ce titre une méthodologie adaptable à tous les secteurs d'activité. Nous avons également souhaité que ces offres de solutions c'est un lapsus, que ces cabinets ne soient pas des offreurs de solutions technologiques, pour qu'ils puissent être de véritables tiers de confiance. Et enfin, bien entendu, nous les avons référencés sur leur expérience éprouvée dans le secteur industriel et dans la transformation à l'industrie du futur. L'objet de ce webinaire, c'est aussi de montrer comment, au travers de cette démarche, de ce concept de l'industrie du futur, le parcours qui est proposé par son approche systémique peut répondre, permet d'accompagner les entreprises industrielles de notre territoire sur un ensemble de problématiques auxquelles elles ont été particulièrement confrontées pendant cette crise sanitaire et comment il peut constituer un outil de sortie de crise et de rebond dans le cadre d'une stratégie globale et durable. Quelques exemples de problématiques auxquelles certains d'entre vous ont peut-être ou sûrement été confrontés. La question de réussir rapidement une bascule digitale, la digitalisation du pilotage de son entreprise dans un environnement qui est fluctuant, le pilotage à distance, la mise en place de nouveaux modes agiles d'organisation, les questions liées à la flexibilité de l'outil de production, que ce soit sur la gamme produit ou tout simplement sur l'adaptation rapide des capacités, la mise en place de nouveaux modes de collaboration et d'engagement avec les équipes, les questions de chaîne de valeur et de sécurisation des approvisionnements, ou sur la question des modèles économiques, la capacité à identifier des nouveaux gisements de valeur et à se repositionner rapidement sur des nouveaux relais de croissance. Voilà, autant de problématiques qui peuvent être adressées au travers de la méthodologie proposée et qui, nous semble-t-il, font de ce parcours un outil assez pertinent pour accompagner les entreprises de notre territoire à engager une phase de rebond vers un modèle industriel qui sera performant, mais aussi plus résilient et plus durable. Simplement, avant de conclure, parce que j'ai peut-être déjà été trop long, les modalités d'accès à ce parcours. Donc, une seule adresse, celle du Hub Entreprendre, qui a été mis en ligne par la région, avec la nécessité donc, pour toute entreprise qui souhaite s'inscrire dans ce parcours de créer un compte, de choisir un référent dans ce qu'on appelle le réseau des développeurs. Donc, c'est l'ensemble des développeurs économiques du territoire, qu'ils soient de la Chambre de commerce, de l'Agence de développement régional ad hoc, des services économiques des communautés de communes, et qui ont pour vocation à vous accompagner dans votre progression dans ce parcours ou dans la mobilisation d'aide publique aux entreprises. Après cette inscription via le Hub Entreprendre, vous pourrez accéder donc, à l'ensemble des présentations des offres des prestataires référencés et au lien pour déposer votre demande de financement en ligne. Voilà. Pour plus d'informations, on pourra vous joindre avec les documents à l'issue du webinaire, une fiche plus détaillée sur les critères d'éligibilité à ce dispositif et les critères de financement. Toutes les informations utiles pour vous intégrer dans ce parcours et bénéficier du soutien financier de la région et de l'État. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à David. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis David Macheneau, je suis un des cofondateurs d'OPEO. Je suis ravi de pouvoir être sur un programme dans ma région et dans le monde dans lequel j'ai démarré, puisque j'étais opérationnel au démarrage de ma carrière dans une PME occitane. OPEO, on est un cabinet donc, qui accompagne les industriels dans leur transformation. Donc,
on est spécialiste de ces transformations-là, quel que soit le secteur. On couvre beaucoup de secteurs parce que notre métier, ce n'est pas d'apprendre à l'industriel son métier, mais plutôt de voir comment l'organisation et la manière de piloter la performance et d'embarquer l'ensemble des équipes peut justement accroître la qualité de service vers les clients, voire même augmenter le service autour des produits. Donc, notre approche, elle est très orientée impact. Ce qu'on cherche, c'est des transformations qui ont des résultats, qui se retrouvent dans le compte de résultats, qui se retrouvent dans la perception qu'ont les clients. Elle est aussi très terrain, puisqu'on passe beaucoup la plupart du temps plupart de notre temps avec les équipes sur le terrain pour revoir l'organisation industrielle d'un côté, mais aussi tout le dialogue dans l'entreprise autour de la performance, le développement des leaders de l'entreprise pour assurer la pérennité de ces approches. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ces approches industrie du futur, donc on est pionnier sur ces sujets-là, puisqu'on a démarré il y a quelques années en innovant sur l'approche pour voir comment ces transformations-là pouvaient s'ouvrir notamment aux nouvelles technologies. Et on le fait dans les régions, plusieurs régions, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et donc Occitanie. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une approche qui est vraiment éprouvée parce qu'on a fait plus de 800 accompagnements d'entreprises et c'est ça qu'on va chercher à faire chez vous. Il y a un dernier point, c'est que souvent, quand on fait ce parcours-là et qu'on s'engage dans ces transformations-là, on a rapidement besoin justement de solutions, notamment techno, pour s'insérer dans ces transformations. Et donc, on est à l'initiative avec certains confrères du club des offreurs de solutions d'Occitanie, qui a été lancé dans le cadre de la CCI et qui permet justement aussi de fédérer toute cette offre de solutions en Occitanie. Donc, je vous engage à regarder ce club pour tout ce qui est comprendre l'offre du territoire pour accompagner les industriels et voir comment elle se structure en ce moment. Voilà. Donc, nous, ce qu'on voit dans les villes dans lesquelles ce qu'on voit avec vous, c'est que évidemment la crise du Covid a eu un énorme impact, ça tout le monde le sait, et que le rebond il se fait finalement en 3 temps. Donc il a fallu redémarrer, c'est-à-dire relancer la machine entre guillemets, remobiliser les équipes, adapter l'organisation du travail à tout ce qui était distanciation, prendre en compte le télétravail, relancer les flux, que ce soit avec les clients, avec la supply. Et puis basculer en pilotage de crise, pilotage de crise qu'on va nettement améliorer avec le digital. Donc là, c'était cette première phase dans laquelle vous étiez ou vous êtes encore un petit peu, mais ce qui se cache derrière, c'est comment je reparamètre mon système industriel pour retrouver des marges de rentabilité, retrouver du volume et puis réengager cette nouvelle stratégie. Donc, il y a une vraie adaptation, une vraie résilience à trouver. Et pour ceux que ça intéresse, pour comprendre un peu tout ce chemin-là, vous avez sur la chaîne YouTube d'OPEO 1 heure de vidéo sur ce chemin-là et comment on peut le passer. Et c'est vrai que du coup, quand on cherche à remodeler son système industriel, notamment dans les cas de crise, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Sofacad du groupe Janson Capsule, on a besoin de tout revoir. Et c'est là où il faut rentrer dans cette démarche systémique dont parlait M. Bentanax, c'est de dire oui, l'humain est au cœur. C'est sûr que dans cette période de crise, c'est l'engagement des équipes qui fait clairement la différence. Mais ensuite, on a en haut à gauche la stratégie à avoir en tête ou à remodeler suivant comment nous impacte la crise. Et autour de cette stratégie, on va bâtir le système industriel. Et pour nous, le système industriel, c'est évidemment les équipes au cœur, mais c'est en bas à gauche une organisation agile, c'est-à-dire l'environnement de ces équipes. Et si on pousse l'environnement des équipes de l'entreprise jusqu'au bout, on va en haut à droite sur tout l'écosystème, l'environnement, qu'on va aussi chercher à retravailler pour trouver soit des nouvelles manières, des nouveaux business models, mais surtout à trouver des leviers pour retrouver de la compétitivité. Et ce qui vient au service de ça et qui est une chance aujourd'hui, sont toutes les technologies du futur. Donc ça, c'est ce qui est en bas à droite. Ces technologies
qu'il faut démystifier aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'industrie du futur, c'est un mot qui peut faire peur, mais en réalité, on le verra tout à l'heure, faire un changement, c'est facilité quand les technologies tombent pile poil sur le besoin du moment. Donc, l'idée du parcours, il se fait donc en 2 temps, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on démarre par une première phase qui commence par un cadrage stratégique d'une demi-journée, qui cherche à comprendre où vous en êtes de votre stratégie, où en sont vos marchés, notamment dans le contexte actuel. Et puis, on va faire un diagnostic 360 sur 2 jours où on va regarder l'ensemble des dimensions dont on vient de parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, on a besoin de bien comprendre l'ADN de votre entreprise, votre histoire, votre maturité sur le volet industriel, parce que prendre un chemin de transformation, changer son système industriel, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment et à toute maturité. Mais en fait, le vrai sujet, c'est de trouver avec les équipes le bon chemin qui va d'une part avoir un impact, qui va vous permettre de retrouver des marges de manœuvre et d'être compétitif, mais aussi qui va être un bon amorçage pour que l'ensemble des équipes comprennent le nouveau système qui est monté. Et du coup, au bout de ce diagnostic, ce qu'on cherche à voir, c'est les leviers à 2-3 ans, pas plus, parce que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, mais quels sont les leviers à 2-3 ans qui seraient clés pour votre entreprise, et surtout déterminer un plan d'amorçage sur 2 à 4 mois très concret qui permettent du coup d'envisager une phase 2 d'amorçage. Et cette phase 2-là, l'idée, c'est qu'elles prennent 2-3 sujets très ciblés sur les différentes dimensions, dont une expérimentation techno, mais surtout qu'elles prouvent de l'impact très vite et qu'elles permettent aux équipes de comprendre le lien entre, par exemple, l'organisation industrielle et le digital, entre le digital et le dialogue qu'on doit avoir entre fonctions, support, prod, supply ou dans les étages de la société. Donc, c'est ça qu'on va faire sur cette deuxième phase. Donc, des exemples très concrets là sur des usines qu'on accompagne actuellement, ça va être de dire je suis en pleine crise, j'ai besoin de prendre beaucoup de décisions tous les jours. Je vais d'une part passer en pilotage quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? À quelle fréquence on doit se parler? Comment on résout les problèmes à cette vitesse? Je vais avoir besoin de digital parce que j'ai une partie de mes équipes qui est soit en télétravail, soit étant en mode dégradé aux 4 coins de l'usine. Et puis mon problème cœur, si c'est de dégoulotter, par exemple, la supply chain, je vais essayer de remonter des processus de supply qui sont très bons. Ça sera un exemple de 3 leviers clés. Deuxième exemple, je suis au contraire en croissance, je dois dégoulotter une partie de mon atelier. Voilà, je vais travailler la productivité, voir comment le dialogue de perf et le pilotage se modifie autour de cette idée-là. Et puis si une techno m'aide, un peu d'automatisation ou digitalisation m'aide à augmenter la productivité, voilà, on a un projet très ciblé qui amorce en fait la transformation. Et une fois que cette phase 2 est faite et que les équipes comprennent la latitude qu'elles ont à revoir leur système industriel et à faire de la performance, on termine par un plan de route qui, en général, est tenu par les équipes. On va le voir très, très bien. Il vaut mieux que ce soit un dirigeant et Loïc et Geoffrey et les équipes qui expliquent parce que ça aura plus de poids. Ce qu'on va faire, nous aussi, dans notre approche, c'est que dans cette phase 2, on va cadrer des besoins sur des offres de solutions et c'est là qu'on va se tourner vers le club des offreurs de solutions d'Occitanie pour que dans les solutions qui sont apportées, elles soient si possible de proximité, si elles existent dans le territoire, pour que justement notre écosystème industriel continue de se structurer. Le dernier point, du coup, qui on est, qui travaille pour arriver à faire ce diagnostic 360 qui a quand même plusieurs dimensions et cette transformation en phase 2 quand il y a décision d'aller en phase 2. Il y a donc un architecte industrie du futur, vous avez en bas l'équipe, il y a un architecte industrie du futur qui va être assuré par le groupement qu'on a monté, donc OPO, Socodit, qui est le partenaire qu'on connaît à travers le club des offreurs et avec qui on partage et les valeurs et l'approche, et puis des architectes toujours du club. C'est un petit noyau qui s'est créé dans le cadre du club des offreurs et
qui s'est entraîné ces 2 dernières années sur des cas concrets en entreprise. Donc, l'architecte industrie du futur, son métier, ça va être de comprendre la stratégie et puis voir tout ce qui est à gauche, l'organisation agile, le facteur humain. Et on va être accompagné, sur les 2 volets environnemental et technologie du futur par des partenaires. Donc, Sophies et SSP Solutions sur l'aspect sociétal environnemental, et puis le CETIM qui va, lui, être le technologue qui aide à comprendre quelle technologie peut avoir des gains pour l'entreprise dans le cadre de la transformation qu'on envisage. Et donc, c'est cette petite équipe, architecte, expert technologue, plus l'appel à des offres de solutions du club des offreurs qui réalise le projet. L'architecte industrie du futur étant celui qui fait l'intégrateur et qui permet de garantir qu'on est bien sur une logique et d'impact et d'embarquement de l'ensemble des équipes. Donc là, je pense que le mieux, c'est de passer sur du concret. Et on a la chance du coup d'avoir Loïc Daïdé et Geoffrey Zorzi de Sofacap qui vont simplement expliquer comment eux ont rebondi dans un contexte qui n'était pas celui de 2020, mais qui était un contexte de crise. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci David. Bonjour, merci à la région et à la CCI pour ce petit boulder là dans un contexte un peu triste et difficile après ou pendant Covid, parce qu'on ne sait pas trop si on est après ou encore dedans, mais en tout cas, c'est pas rigolo tous les jours. On espère que le partage de notre histoire, ça peut aider certains entrepreneurs en difficulté en ce moment. On est tous plus ou moins impactés, mais plutôt. Voilà. Bon, on va essayer de partager quelques moments de notre histoire récente, mais qui nous paraît déjà loin, avec Geoffrey, parce qu'il était compliqué pour moi de le faire seul dans une représentation du rebond par l'équipe. Donc voilà, après, peut-être que Geoffrey se présentera tout à l'heure un peu plus. Il aura quelques slides pour lui tout seul. Juste pour vous expliquer un peu pour qui on travaille. Donc moi, je suis Loïc Daïdé. Je m'occupe des usines françaises du groupe Janson. Donc on est fabricant de capsules de surbouchage. On fait un peu plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 10 sur une seule unité, celle qu'on pilote au quotidien et pour la plus grande partie de notre temps, donc à Saint-Gaudens. On a déménagé ce site qui est le rapprochement de 2 usines, une qui était proche de Paris et une à côté de Saint-Gaudens, qui était bien évidemment trop étroite pour la place qu'on occupait. Donc on a déménagé sur cette nouvelle usine en début 2012. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à connaître nos difficultés. Donc voilà, bon, moi à ce moment-là, j'étais dans l'équipe commerciale, à la direction commerciale pour le marché français. Et on est allé de déconvenu en déconvenu jusqu'au moment où, fin 2015, après de multiples directions, on décide de présenter une sorte de plan de reprise avec les membres du CODIR. Donc on était 4 à l'époque, on est les deux derniers représentants, puisque on a eu un départ à la retraite et un départ, puisque c'est aussi la vie de l'entreprise et qu'il faut savoir aussi rebondir après les départs, mais qui ont été un peu difficiles. Voilà, donc moi j'étais au commerce et j'ai repris la direction des sites, et Geoffrey était ingénieur méthode et aujourd'hui responsable d'exploitation. Donc ces mauvaises périodes peuvent être une chance pour certains. Donc on s'est rendu compte en fait à ce moment-là qu'après des années de pertes où Sofacap se portait bien jusqu'au déménagement, on avait perdu nos repères industriels, donc on ne savait plus fabriquer, on ne savait plus réagir, on ne connaissait plus vraiment notre place sur le marché, donc on a été obligé de reconsidérer quasiment tous les paramètres. C'était évidemment, on ne pouvait pas tout traiter, c'était impossible de le faire d'un coup, donc on a d'abord listé les effectifs pour constituer les équipes, non pas pour se séparer de gens, et on n'était pas parti sur l'idée d'un plan social, mais plutôt pour réaffecter des ressources et des compétences à différents endroits. Donc la personne qui était au planning a suivi une formation de sécurité, Geoffrey est devenu responsable de l'industriel, le contrôleur de gestion est devenu directeur administratif. On a tous eu une histoire un peu chamboulée, certains en ont bénéficié plus que d'autres, évidemment, puisque c'était un moment clé de l'entreprise, mais
on a fait la liste des choses, des compétences qu'on avait, des idées qu'on pouvait avoir, et on a essayé de dresser un tableau pour se positionner, voilà, qui était plus ou moins précis puisque c'était le début. Mais on a listé des actions et on a décidé de le faire en équipe, ce qui était la force principale. Donc, on s'est retrouvés autour d'une table et on s'est dit, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se sent capable de le faire? Et on s'est retrouvés donc à 4 à présenter quelque chose à notre actionnaire qui a eu le courage, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui nous a laissé notre chance, qui est rarissime. C'est d'ailleurs ce que nous avait dit David en arrivant. C'est très rare d'avoir les clés d'une société comme ça, avec des gens qui pouvaient potentiellement laisser penser qu'ils n'étaient pas compétents au poste qu'ils allaient occuper. Et puis finalement, ça s'est transformé en chance parce que solidarité, parce qu'implication, parce que confiance et puis et simplicité. On a fait une liste de beaucoup de choses qu'on pouvait faire, mais on a d'abord commencé par on voulait faire des choses qui se voyaient et qu'on était sûr de mener au bout. Donc on a listé des choses essentielles et relativement simples pour redresser l'entreprise le plus vite possible. On était en crise de cash avec une grosse dette et un business récurrent qui ne nous amenait pas de rentabilité, ou très peu. Pas de rentabilité. Donc on était un peu au pied du mur. On a décidé de se séparer de notre plus gros business qui représentait 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui peut paraître fou, mais qui nous a sauvés, puisque on avait besoin aussi de retrouver une place sur le marché, et on avait décidé de se positionner avec une nouvelle âme commerciale. On avait décidé de se repositionner comme un opérateur réactif et capable de dire presque oui à tout. Donc c'était notre position. Il a fallu amener de la dynamique, donc nécessitant beaucoup d'énergie, et surtout faire des choses qui étaient simples. Donc en fait, on a l'essentiel de nos actions, c'était standardiser. On a fait le plus simple. On a réfléchi j'allais dire en bon paysan. C'est une idée plutôt positive pour moi de la façon d'entreprendre, mais c'était on fait des choses simples, on les fait ensemble et on les fait le plus vite possible. Donc, sur les slides, vous voyez, le slide, vous voyez qu'il y a trois étapes. La première, effectivement, c'était l'urgence. Donc, comment je retrouve de la rentabilité. Donc, on a sensibilisé les gens, on les a reçus, on leur a expliqué notre projet, on les a réorientés vers de nouvelles fonctions, une évolution de leurs fonctions du moment. On s'est débrouillé aussi pour limiter les stocks et standardiser par le haut, ce qui donnait satisfaction à nos clients et qui nous permettait plus facilement de gérer et la quantité et la gestion de trésorerie, le nombre de fournisseurs. C'était quand même c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps et qu'on a hyper simplifié. Aujourd'hui, on fonctionne toujours de la même façon. Donc, tous les postes qu'on a simplifiés, on continue de les utiliser de la même façon aujourd'hui. Et après, on a fait évidemment, on a essayé de retrouver un modèle industriel. Geoffrey passera un peu de temps dessus tout à l'heure, mais on a réimplanté les ateliers pour éviter que. Ma crainte, c'était la solitude. La solitude pour moi, de façon égoïste, mais la solitude pour mes cadres et la solitude aussi pour mes équipes. Et tout ce qu'on a fait en réflexion, on l'a fait en mêlant les opérateurs. Pour prendre toutes ces décisions et organiser tout ça sur un modèle industriel, on s'est fait accompagner alors de façon légère, mais avec un rituel qui nous imposait quand même des points de passage. Et on a décidé, nous, de faire confiance à OPO, mais on a mis en place un cadre, on s'est mis des points de passage, on a essayé de les respecter. C'était difficile, mais on avait besoin d'avoir un cadre et on voulait être sûr de ne pas se tromper dans la direction qu'on prenait. Donc évidemment, c'est un coût et on a mis beaucoup de temps à le décider, mais on en avait besoin, c'était nécessaire pour se rassurer et puis pour que les gens nous suivent. Donc voilà, après évidemment, il y a une deuxième étape où vous construisez un système industriel où vous essayez de vous repositionner, mais il faut que vous répondiez aux exigences de vos clients, donc c'est assez lourd et c'est un peu plus long. Mais on a tenu le cap et le fait d'avoir simplifié tous les process avant, évidemment, ça a rendu les choses plus faciles. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est plutôt sur de l'amélioration continue et on s'aperçoit qu'en fait, le fait d'avoir mêlé les opérateurs dès le départ, ou du moins ceux qui agissent au quotidien, peu importe leur secteur, dans les réflexions, ça leur donne de l'autonomie et
on vous montrera tout à l'heure des exemples de projets où je ne dis pas qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a pas suivi, mais l'initiative vient plus des équipes que de nous. Et je crois que c'est là-dessus qu'on voit si un modèle est mature et si on a gagné ou pas gagné, si on peut considérer qu'on a gagné. Voilà. Après, oui, c'est ce que présentait tout à l'heure David. Effectivement, nous, on a mis lui-même au centre de notre réflexion. Donc, mais on a fait plein de choses autour, sur plein de secteurs différents. Donc, évidemment, quand vous avez besoin de gérer votre trésor, vous réfléchissez à ce que vous dépensez en premier. Donc, on a travaillé sur toute la partie administrative et achat. Donc, ça, c'était un énorme poste. On a réimplanté les ateliers pour que ce soit plus simple, plus facile à comprendre pour les gens, mais pour que leur quotidien soit aussi plus simple. On avait des choses qui nous semblaient incohérentes, mais qui semblaient aussi incohérentes aux opérateurs. On leur a jamais posé la question, mais du coup, on est allé au bout de ces choses. On a monté des échanges entre les gens qui étaient sous la forme de rituels, mais ils avaient aussi l'autonomie pour en créer d'autres ou pour se retrouver à d'autres moments. Et puis, on a essayé d'optimiser un peu nos consommations. Donc là, on a mis un point sur la reprise des semi-finis. En fait, on s'apercevait qu'on avait un taux de mise en œuvre qui n'était pas forcément sous contrôle et qu'on avait des choses qu'on positionnait sur étagère et qui n'étaient pas forcément réutilisées. Et on a essayé de repenser notre modèle pour évidemment dépenser le moins possible, donc le moins de gâches, mais le moins de déchets, le plus de réutilisation possible, pour des questions économiques au départ. Mais aussi pour des questions environnementales. On sait qu'on a traité la gestion de nos déchets un peu plus tard parce que ce n'est pas votre priorité au départ, mais on l'a traité de façon plus simple aujourd'hui que par le passé parce qu'on avait aussi monté un système où on savait réutiliser nos déchets. Donc voilà, bon, puis après une orientation en phase mature où vous allez plus vers une industrie du futur où nous, on a fait un investissement qui était très différent de nos habitudes industrielles jusque-là ou de nos standards. Bah, je vais laisser la parole à Geoffrey. Donc, bonjour à tous, Geoffrey Zorzi, responsable d'exploitation de Sofacap. Je me présente rapidement. Moi, j'ai suivi Loïc en 2016 pour je dirais une chance. Moi, je la qualifie de chance pour ma carrière en tout cas. Parce que plutôt ingénieur méthode, aujourd'hui j'ai pu amener une partie managériale sur l'avancée des projets et je reste persuadé que c'est la clé pour la réussite de tous les projets. Du coup, la première chose forte, ça a été la réimplantation parce que le changement, en fait, on voulait montrer quelque chose de fort à l'ensemble du personnel. Donc, rien de mieux que le visuel pour montrer le changement, parce que les changements administratifs ou autres ne sont pas toujours visibles, mais quand on change les choses, la place dans les ateliers, ça se voit directement. Donc, on a fait un travail tous ensemble avec les opérateurs, ils ont été liés sur une réimplantation en expliquant le contexte dans un premier temps pour qu'ils soient au courant de l'objectif de la réimplantation, que ça ne soit pas que perçu pour un petit changement. Mais il y avait un objectif derrière. Ce qui a fait que la conduite du changement, pour moi, elle a été plutôt simple. Ça n'a pas été quelque chose de très compliqué malgré mon jeune âge et un contexte quand même, un contexte social assez compliqué par le passé. Mais on était confronté à des gens âgés dans l'atelier, des gens qui avaient une histoire très longue, entre 15 et 20 ans de société. Donc l'idée, c'était vraiment de mener ça ensemble et ce projet a vraiment bien pris et j'en suis aujourd'hui content puisque ça a permis de réimplanter, je dirais, en moins de 3 semaines, on a réimplanté l'ensemble de l'atelier. On a revu les flux, on a revu l'organisation du travail de chaque opérateur. Et derrière, on a pu rebondir par un pilotage de la performance qui est toujours en place, qui était animé par moi-même au départ pour la prise en main, pour comprendre un petit peu l'objectif, mais aujourd'hui qui sont animés principalement par des chefs d'équipe ou des N-1 pour ma part. Donc l'idée, c'était de faire des remontées quotidiennes à 24 heures ou à 8 heures aujourd'hui,
sur des problèmes du quotidien, donc qui concernent la sécurité, qui a été le point de départ aussi sur un des premiers indicateurs à mettre en place. Donc, on a priorisé la sécurité, la qualité évidemment, et derrière la productivité. Donc, c'était des points différents, machines, organisationnelles, toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer et qu'on pouvait régler très rapidement. C'est-à-dire que c'est des petites boucles de résolution de problèmes qui durent entre 24 et 48 heures. On ne va pas chercher des problèmes de fond, mais des problèmes qui paraissent aujourd'hui anodins, mais qui a 3 ans étaient des fois insurmontables. Mais voilà, pour de la réparation de machines ou autre, ce n'était pas forcément une priorité pour la maintenance, mais aujourd'hui, ça l'est. Donc ça a été, je dirais, ça a été sur cette communication, ça a été vraiment le facteur clé. On a franchi un cap en productivité puisqu'on a amélioré de 30% notre productivité. Et on a surtout amélioré aujourd'hui notre communication interne. C'est-à-dire qu'on a un peu désiloté tous nos services. Et aujourd'hui, on sait obtenir des informations rapidement parce qu'on a un métier qui nous demande une flexibilité énorme par rapport à d'autres métiers que j'ai pu voir. Mais je pense que vraiment, c'est la clé du succès pour la capsule. On en a besoin d'être flexible, de répondre très vite. Et la réimplantation, la communication, ça nous a vraiment donné ce gain et nos résultats financiers finalement sont je vais laisser la parole à Loïc pour la partie financière, mais les résultats financiers, c'est ce qu'on retiendra. Moi, pour ma part, je retiens la communication et la productivité, mais le reste, la partie financière est aussi en augmentation. Ouais, c'est ce que disait Geoffrey. Donc, effectivement, on a mis des actions coup de poing dès le départ et on s'est rendu compte qu'au bout de 6 mois, on avait retrouvé un résultat d'exploitation positif ou satisfaisant, du moins, parce qu'on venait de loin. Malheureusement, on avait une grosse dette, donc on a mis un certain temps à rembourser cette fameuse dette. Aujourd'hui, on considère qu'on est désendetté, sorti d'affaires et que ça tourne. On est vigilant parce que vous devenez un peu parano après une crise. Mais donc, on est vigilant, on fait attention à tout ce qu'on fait. On continue de mener des actions. On trouve même toujours que c'est trop lent et tout ça, mais on s'aperçoit qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Et ça nous fait du bien de faire ce genre de webinaire pour se souvenir d'où on vient. Donc, c'est encore une fois quelque chose de positif et on va s'en servir. Mais oui, on est sur une courbe où finalement on s'aperçoit qu'on arrive à délier résultats de chiffre d'affaires. Alors, vrai et faux, mais en fait, on arrive à générer une meilleure performance avec un chiffre d'affaires équivalent sans forcément aller chercher du business qu'on ne sait pas gérer. Donc, on est sur quelque chose de plus mature, plus serein. C'est beaucoup plus facile. Donc, on a de fait une nouvelle position sur le marché. On est devenu une des sociétés dynamiques du secteur, donc ce qui n'était pas le cas, et ça nous amène d'autres choses, à participer à la consolidation du marché notamment. Et voilà, une autre image, de nouveaux produits, on a plein de projets, on a choisi cette orientation industrielle un peu folle, un peu fun, d'aller utiliser des outils qui n'étaient pas destinés à notre marché, notamment sur l'impression, parce que on avait une problématique environnementale avec les solvants à traiter. Au lieu de choisir de la traiter comme les autres, on s'est posé la question de remettre en question l'outil, ce qui n'était pas courant. Mais voilà, bon, ce que disait Geoffrey tout à l'heure, je pense que c'était de la modestie, mais oui, ça a été facile parce qu'on avait des gens bien en face de nous, qu'on est dans un milieu rural et que tout le monde n'est pas comme on nous le décrit, mais effectivement, pour casser les codes, il faut du gros changement. Et la réimplantation des ateliers, ça a permis aussi de remettre en question beaucoup d'habitudes. On aurait eu du mal à faire changer les choses en restant dans un même environnement. On a eu besoin de sticker, de ranger, de nettoyer, de sensibiliser les gens à l'organisation, au respect des consignes et des heures. Évidemment qu'il faut mettre du cadre. Mais avec ce changement et de la dynamique, et si vous accompagnez les gens, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc voilà, après on voulait aussi... moi je voulais passer peut-être directement sur les exemples de changement. Voilà. Merci David.
Oui, du coup, on voulait mettre un peu en avant les différents changements. On est reparti sur des basiques industrielles, donc le 5S, l'aménagement des flux, la communication, donc c'était forcément le point de départ. Ce qui était compliqué, c'est parce on a fait appel, à des gens du terrain pour devenir manager. Donc la réactivité, le dynamisme, c'était ancré dans leur gène, mais pas forcément tous les basiques industriels. Donc, les exemples que je vais montrer, c'est des exemples, on va dire, que tout le monde peut connaître, le 5S, qui n'est pas inné pour quelqu'un qui n'a pas cette théorie en tête, mais voilà, qui a été bien pris et qui ont été menés par des gens qui n'avaient pas ces connaissances et qui ont été menés aujourd'hui. Je suis assez fier parce que voilà, le résultat est très parlant. Ça a été fait 100% en interne. Avec des formations internes on va dire de l'autodidacte, quoi. Voilà. Donc, on a pu faire du 5S sur de l'outillage, on a pu aménager les postes de travail en pensant à l'ergonomie, en pensant à la simplicité. On a revu l'ensemble du flux logistique en aménageant, vous voyez sur la photo, donc, le flux stock sur l'avant-après, sur de la mise en place de racks dynamiques, sur de la mise en place de, de gestion de stock, et aussi un suivi, donc un suivi d'outils. C'est un petit logiciel qui a été créé en interne. Donc voilà, on a mis en avant un petit peu toutes des compétences qui étaient masquées par le passé, mais aujourd'hui on a des gens du coup épanouis parce que tout ça ressort de leur pratique au quotidien et surtout de la communication c'est tous des problèmes qu'on a relevés sur les revues de performance du matin. Donc voilà, on réagit, hein, l'agilité, ça vient de ça, hein. Il y a la théorie, le 5S, le SMED, tout ce qu'on peut entendre dans les livres, mais sans la communication au quotidien, en fait, c'est des outils qui sont vite obsolètes. Donc, on a commencé par régler des problèmes, on va dire, simples, rapides. On a aussi réappris à les résoudre simplement avec nos moyens, mais qui sont souvent efficaces. Un visuel affiché, une marque au sol. Voilà, tout ça, c'était des petits outils qui paraissent peut-être anodins sur une réunion comme celle-ci, mais qui ont un impact très fort pour un opérateur, mais aussi pour les managers, parce que finalement, le management est devenu beaucoup plus simple. On ne manage plus avec des a priori, mais par des standards. Donc, tout le monde a la même règle. Et donc, ça, c'est quand même, ça a été une avancée. Que ça soit pour la partie opérationnelle, mais aussi pour la partie administrative. Hein, on était sur la même problème. Et aujourd'hui, on tend vers en passer en phase 3 parce que on est en train de résoudre des problèmes beaucoup plus compliqués. Des problèmes plus compliqués, on revoit des technologies. Hein, on est parti sur la nouvelle technologie, sur des postes 100% manuels où il fallait s'imaginer quand même. Il fallait s'imaginer qu'un dosage d'encre, tout était fait à la main, donc des contraintes ergonomiques énormes entre le port de charge, mais aussi le solvant, comme Loïc a pu l'indiquer avant. Donc une doseuse d'encre, ça a été notre premier achat technologique en 2017. Et là, dernièrement, on vient de s'équiper d'une machine de flexogravure Une deuxième machine, mais qui a plusieurs avantages, puisqu'elle va répondre à un avantage de compétitivité, parce qu'on va augmenter notre productivité, de qualité, puisqu'on va pouvoir rentrer sur des marchés qui demandent une qualité d'impression qu'on ne sait pas répondre aujourd'hui avec nos anciennes technologies, mais surtout une contrainte environnementale, puisque c'est sans COV, donc sans solvant, protection de l'humain, mais aussi protection de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est tout nouveau sur le marché. Hein. On sera le premier aujourd'hui à le faire. Ça existait sur d'autres types d'emballages, mais pas sur la. Voilà, c'est un emballage plutôt, on va retrouver ça sur des emballages, l'emballage carton, l'emballage plastique, mais pas sur la capsule. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on réussira forcément en équipe, hein, puisque
puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas de formation tous attitrés, mais on le fait au fur et à mesure en amélioration continue. On n'a juste pas fait le lien avec l'injonction CARSAT, mais je voudrais juste faire une minute là-dessus. Parce que, évidemment, comme les choses étaient très compliquées, on a eu aussi plein de mauvaises nouvelles qui arrivaient à côté. Et notamment ce courrier, je me souviens de l'avoir ouvert dans mon bureau avec la tête des mauvais jours. Mais on a reçu une injonction CARSAT après absence de réponse des différents directeurs précédents. Donc, on a dû faire face. Alors, on l'a pris comme un coup de massue puisqu'on était déjà affaibli à ce moment-là. Mais après réflexion, on s'est dit pourquoi pas s'appuyer sur ça pour que ça devienne des fondamentaux chez nous. Et effectivement, on s'est remis en question. Alors, après avoir été vexé, on s'est dit que finalement, il y avait peut-être des raisons. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses n'étaient pas conformes. Donc, on s'est servi au même titre que la sécurité. Après avoir fait faire un audit sur l'usine, on a considéré que l'injonction CARSAT était un audit et qu'il fallait qu'on se remette en conformité avec tous les points. Donc, évidemment, le pays qui était pas forcément individuel chez nous et on ne le voyait plus. Des protections acoustiques sur les machines parce qu'évidemment, on n'était pas forcément conforme au niveau des relevés. La caractérisation de machines complètes ou de morceaux de machines parce qu'on a fait aussi avec les moyens du bord. Mais on s'est débrouillé pour se mettre en conformité là-dessus aussi. Et le fameux traitement des solvants, où on a d'abord traité le solvant, on a compris la peine que ça a généré de traiter les solvants, et on s'est dit, finalement, traiter des solvants, ça nous fatigue, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de ne pas en utiliser du tout? Et c'est comme ça qu'on s'est orienté vers la flexo, donc toujours dans des réflexions en équipe et le plus simplement possible. Donc voilà, donc cette injonction a été finalement bénéfique pour nous. Et après, on a mis une slide hyper positive avec tous les gens qui nous entourent, mais vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc on a déjà discuté, j'ai déjà fait mention à OPO et notamment à David tout à l'heure sur la partie industrielle, mais on a changé de RP récemment. On a fait aussi appel à un consultant, là, Stéphane Delevoye, qui nous a accompagnés sur la mutation de RP. On a choisi Sage pour répondre à une des questions qui est passée tout à l'heure. On a choisi Sage, mais voilà, on a un accompagnement de la région sur la partie export. On a essayé de solliciter, de s'ouvrir aux gens, d'ouvrir notre usine. C'est ce que j'ai dit hier aussi. S'il y a une envie de participants de visiter l'usine ou d'organiser quelque chose autour de SofaCap, après le webinaire, c'est avec plaisir qu'on le fera. Voilà, l'idée, c'est de partager notre expérience et que ça serve aux gens. Donc, si visuellement, c'est plus simple, on essaiera d'organiser quelque chose s'il y a des demandes. Et après, on peut peut-être passer sur la réalisation de quelques améliorations. Donc, sur le principe d'amélioration continue, Geoffrey, je te laisse la main. Ouais. Du coup, donc comme je disais avant, pour clôturer, aujourd'hui, on est plutôt dans la phase 3 où on est en train de mettre tout un principe de résolution de problèmes, pas que verbaux, mais qu'on essaye de formaliser via la méthode 8D. Hein, on applique ça quotidiennement. Donc, on a pu résoudre un problème de débit de colle qui était finalement les gens, quand on leur parlait, ça datait de bien avant 2010, 2012, 2013. C'était des problèmes très récurrents. Donc, ça a été mené par la responsable de l'atelier formage. Hein, donc, on a 2 ateliers, qui est une personne qui est issue de l'atelier à 100%, une ancienne chef d'équipe, à qui on a cru parce qu'elle présentait notre modèle, elle modélisait notre modèle, en tout cas social et de management. Donc, avec ses armes, elle a réussi à résoudre ce problème rapidement. Donc, elle a mis en place un système de couverture chauffante pour éviter d'être perturbé par les variations de température, parce que en fait, la colle, c'est simplement un problème de viscosité dû à la température. Donc, elle a mis ça en place. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits et on en est satisfait pleinement. Elle a répondu vraiment à la problématique. Derrière, on a des machines
voilà, les fabricants machines de capsules ne sont pas représentés en masse sur le marché. C'est de la machine purement spéciale. D'ailleurs, il en reste aujourd'hui un seul en Europe, pratiquement oui, en Europe, puisqu'il est allemand. Donc, ça fait que toutes les innovations passées par un fournisseur unique, c'est souvent très cher, très compliqué. C'est souvent long à répondre. Comme je vous ai dit avant, nous, on a besoin de répondre rapidement à notre clientèle, qui n'est pas exigeante, mais c'est le marché qui le veut. C'est tout simplement, et on est obligé, nous, la production, de répondre à ça. Hein, le marché est notre direction. Donc, avec nos armes, on a réussi à créer, à innover un petit système qui permet aujourd'hui de découper à 100% la capsule. Ça peut rien servir, mais en fait, ça a un impact énorme sur la partie recyclage, puisque aujourd'hui, quand on veut recycler une bouteille en verre, mais la filiale de recyclage est obligée d'enlever cette partie de la capsule, PVC ou aluminium, hein, pour pouvoir la recycler. Et en fait, aujourd'hui, ça permet d'avoir une bouteille nue qui est recyclable parce que la capsule est enlevée par le consommateur, tout simplement. Donc, on a commencé des livraisons et aujourd'hui, le marché est vraiment en demande là-dessus. Voilà, et après, on a ajouté une image qui veut dire beaucoup pour nous. On a instauré depuis 2018 une journée, après avoir fait des repas de fin d'année comme tous. On a décidé d'orienter la période de fin d'année pour les cadeaux pour les enfants des salariés. Donc, on a une soirée, souvent la dernière soirée de l'année, où on fait un arbre de Noël, mais on a décidé que, compte tenu de la saisonnalité de notre business et nos clients étant en vendange fin septembre, on s'est dit qu'on passerait bien une journée ensemble, et du coup, c'est devenu un rituel. Donc, tous les ans, on a une journée où on mange ensemble et on fait un tournoi de pétanque que j'ai toujours pas gagné. Mais on fait ça tous les ans, donc voilà, c'est le rituel. Les gens se retrouvent, on essaye d'offrir un cadeau, et on invite aussi nos gens de l'environnement, nos amis consultants, tous les gens qui ont participé à l'année ou au moment important de la société. Donc ça, c'est une image importante pour nous. Et puis derrière, on a mis sans prétention quelques articles. Voilà, on a été sollicité, donc on a obtenu quelques récompenses, donc on en est fiers. On a essayé de les mettre en avant. Et on est passé, vous voyez, sur un des documents, qui est un document officiel que nous a proposé la CARSAT. On est passé donc d'une injonction à un contrat de prévention, donc un rebond aussi sécurité. Et aujourd'hui, on est accompagné par la CARSAT sur des évolutions dans notre process, des investissements. Donc voilà, beaucoup de fierté dans cette slide. Oui, après, derrière, on a essayé de faire un petit rappel pour se dire que bon, c'est pas gagné, que évidemment on souffre comme tous du Covid, que on ne sait pas de quoi est fait demain, qu'on est quand même content de ce qui nous est arrivé et qu'on est assez fier de ce qu'on a pu mener. Mais on est vigilant, on est un peu parano, et on se rend compte que sur la crise Covid, en fait, les éléments qu'on avait instaurés sont devenus j'allais dire un rituel, mais ce sont nos nouvelles habitudes. Donc, on essaye d'aller vite. Au premier jour de la crise, on a monté une cellule de crise, on a créé un groupe WhatsApp, on a de suite investi dans des EPI. On a cherché, d'ailleurs, c'est ce que je précisais à David, on a essayé de chercher des fournisseurs en local, notamment de visières et autres. Et on a essayé de répartir ces sources à d'autres entrepreneurs qui pouvaient souffrir, pas avoir les ressources pour le faire, ou être dans un mode plus dépassé que nous. Donc voilà, on peut faire le parallèle entre la crise Covid et la crise organisationnelle qu'on avait pu connaître. Ça nous a bien servi, donc ça vaut quand même le coup de se retrouver à un moment donné dans une difficulté en équipe et de se souder, parce que du coup on fait face aux problèmes de façon différente.
Voilà, bon, on avait budgété moins 40 puisqu'on s'était fié sur des articles et des choses. Après, les taxes Trump, le Brexit, l'arrêt des achats de vin par la Chine, et on pensait qu'il ne pouvait plus rien nous arriver de grave, et on s'est aussi fait le Covid. Donc voilà, bon, pour l'instant, on est sur 2 mois dégradés à moins 20, on s'en sort pas trop mal, on a du coup agi en cherchant du business à l'export. On a été bien aidé par nos copains américains et paradoxalement par d'autres continents. Mais bon, on s'est retrouvé avec des opportunités qu'on n'aurait pas forcément regardées, qu'on a saisies assez vite. Et puis, une dynamique d'équipe assez impressionnante qui est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. On a des gens qui nous ont demandé, qui sont venus nous voir au début de la crise en nous demandant de continuer à travailler, qui ne voulaient absolument pas que ça s'arrête. Et on a une productivité record, donc il ne faut pas trop le crier, mais si des confrères nous écoutent. Mais on se retrouve aujourd'hui avec une mobilisation des équipes qui est très grande et une productivité qui est record. Donc j'espère que ça va durer et qu'on passera l'après-crise de façon sereine. On est un peu fatigué évidemment par tout ça, mais on fait face et on tient bon et on est ensemble. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Non, je crois qu'on est au bout. Je ne sais pas si Geoffrey, tu as des trucs à rajouter. Non, tout est bon. Bon. Donc, si vous le voulez bien, on a quelques questions. Okay. Donc, pour Sofacap, on nous a demandé donc de préciser votre process donc de fabrication de capsules. Et aussi, on demande quel ERP avez-vous mis en place? Alors, nous, en fait, on a 3 process différents. On a de la fabrication d'encre à la teinte. Hein, donc, c'est du mélange de pigments pour venir faire des encres rouges ou vertes, voilà, ce que le client souhaite. D'ailleurs, on a un atelier d'imprimerie où là, c'est des machines pas spéciales, mais c'est des machines Helio ou Flexo, comme j'ai pu vous présenter dans les anciens slides. Et d'ailleurs, on a un atelier de formage où en fait, on vient récupérer les semi-finis imprimés par l'impression pour venir former la capsule. Donc, ce n'est pas de l'emboutissage. J'ai pu voir cette notion. Non, ce n'est pas un emboutissage. C'est du roulé-collé. On parle plutôt de process roulé-collé. Et au niveau de l'ERP, on a intégré l'ERP, la ligne 100 de Sage. Qu'on utilisait partiellement, mais qu'on a choisi en totalité. En fait, on utilisait uniquement la GESCOM de Sage. On avait un compagnon, il s'appelait d'ailleurs le compagnon, pour faire de la gestion de production, qui n'avait aucun... Enfin, c'était très vieux, hein, je crois que ça avait 20 ans d'âge, qui n'avait plus lieu d'être sur notre production. Donc, on est passé sur quelque chose avec de la planification, de la gestion d'articles, gestion de nomenclature. Donc, voilà. Okay. D'ailleurs, il y avait une question qui est passée qui demandait si c'était OPO qui choisissait l'ERP. En fait, nous, voilà. c'est le dirigeant qui choisit l'ERP dans tous les cas. Nous, on est là pour appuyer le besoin, bien le décrire, et puis derrière c'est le dirigeant qui va décider quel ERP, et on fait, nous, le lien avec l'écosystème, notamment via le compte des offreurs de solutions, sur beaucoup de solutions. C'est ce que je disais au début. Et sinon, après, ça sera aux dirigeants de donner la décision finale. Donc, nous, notre métier, c'est surtout de se poser la question, est-ce que c'est bien un ERP qu'il faut, quoi, plutôt. C'est-à-dire que dans l'approche du digital aujourd'hui, on a besoin d'un ERP pour tout ce qui est fonction centrale, par exemple la finance, par exemple les données techniques, et puis il y a des ERP métiers qui sont super bien faits. Mais le digital, c'est pas que ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, c'est aussi tous les applicatifs qu'on a l'habitude d'avoir à la maison quand on démarre une nouvelle activité, on prend une appli sur son iPhone. Aujourd'hui, ces solutions-là, elles existent, elles peuvent se connecter avec les ERP, mais le côté ERP digital, c'est insuffisant comme image. Donc nous, ça va plutôt être de dire, dans notre approche, quels sont les besoins en digital, et puis de bien expliquer en fait le paysage pour qu'après
il y a vraiment des résultats à la sortie, quoi. Donc, le RP, dans le cadre de Janson Capsule, là, le RP a permis de mettre sous contrôle plein de données métiers, process qui étaient importantes, mais il y a plein de nouvelles questions qui émergent sur de la donnée qui est ailleurs, quoi. Et donc, on peut passer aussi sur d'autres types de solutions qui vont compléter le RP. Ça s'appelle les solutions SaaS pour ceux qui connaissent, mais en gros, c'est l'équivalent de l'appli sur votre iPhone que vous débloquez par abonnement. Mais donc, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a aussi des solutions aujourd'hui qui permettent d'éviter de coder pour créer de la donnée. Voilà, donc ça fait partie de notre métier plutôt d'être certain, et c'est l'approche systémique, c'est de dire si on veut de l'impact, là comme on l'a vu avec SofaCap, c'était quel est le chemin au départ, je réimplante l'atelier, je monte un pilotage quotidien, 2-3 actions comme ça, et après de voir les technos, à quel moment on les enclenche et pour quel impact. Et c'est ça le plus important, parce qu'il n'y a rien de pire que d'investir sur un robot ou d'investir sur du digital si à la sortie, ça n'améliore pas les choses. Une autre question pour SofaCap, combien de références produits avez-vous? Entre 3 et 4 000 références. Alors, c'est pas aujourd'hui, la capsule se ressemble, toutes les capsules se ressemblent, mais c'est vrai que chaque client veut sa couleur, chaque client veut son logo, donc c'est pour ça qu'on a une multitude de références. On essaie de rapprocher d'ailleurs avec le RP. Oui. Oui, on essaye de standardiser. Ça a été un peu le but de l'ERP, c'était ça, c'est de pouvoir faire aussi la gestion des flux a été améliorée par le RP, puisqu'on a pu faire des rapprochements de semi-finis, des rapprochements de produits finis pour optimiser. On a pu mettre des stocks de sécurité en place, des stocks d'alerte. Voilà, donc tout ça, ça a été, le RP nous a permis de passer là-dedans. Et nous, aujourd'hui, la digitalisation, on a envie d'y passer parce qu'on a fait des choses simples. Mais on a besoin aujourd'hui d'aller encore chercher un peu de productivité, de réduire nos taux de rebut, par exemple, de suivre en instantané nos stocks, de suivre en instantané notre production. Et voilà, de quoi on peut attendre la digitalisation, c'est ce genre de choses. Et d'aller plus vite. Et d'autant que les nouvelles solutions, elles évitent. L'ERP, c'est un gros projet, c'est lourd, c'est de l'invest, c'est du CAPEX. Et justement, les autres solutions plus agiles qui complètent, les deux ont une utilité et deux ont une vocation. Mais nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que sur la partie de crise où on n'a pas de quoi investir, aller vers des solutions agiles, ça permet en fait de passer la crise et de répondre à des besoins très ciblés. Par exemple, les tableaux blancs, mes revues devant tableau blanc alors que j'ai une partie qui est à l'extérieur du site, des équipes sont désorganisées, ça maintenant c'est digitalisé, ça se débloque par abonnement, donc il n'y a pas d'invest, ça se débloque en quelques jours. Donc ça peut être la gestion des compétences dans les ateliers. Donc sur des besoins très ciblés, il y a des solutions qui sont différentes, qui sont des solutions SaaS qui sont débloquées par abonnement, qu'on peut tester, ça ne marche pas, on arrête. Et cette agilité-là, elle se prête beaucoup au contexte du Covid actuel, quoi. Alors, peut-être une ou deux questions pour la région, pour Christophe. Est-ce que le parcours industrie du futur, en fonction, évidemment, suite à cette crise du Covid, pourra être prolongé peut-être au-delà du 31 décembre 2022 ? Et également, quels pourraient être les dispositifs associés durables à la relocalisation de l'industrie ? Comme apparemment ce système est pensé en Allemagne, voilà, est-ce que on a déjà des réponses par rapport à cela? On n'entend pas. Christophe, le micro n'est pas connecté. Mes excuses. Oui, comme je disais au préalable, le parcours régional industrie du futur, il s'inscrit dans le cadre d'un programme national. Il fait l'objet d'une convention avec l'État et avec BPI-France sur la durée qui a été indiquée. À ce stade, il n'a pas été envisagé pour l'instant de le prolonger.
Maintenant, je ne sais pas dire aujourd'hui ce qu'il en sera demain. Les régions, la région Occitanie notamment, et l'État travaillent aujourd'hui sur des plans de relance. Clairement, le sujet industrie du futur, et au-delà de l'industrie du futur, la transformation des modèles de production dans cette approche résiliente et durable est vraiment au cœur des sujets qui sont abordés dans les différents groupes de travail constitués sur les plans de relance. Donc voilà, c'est pas exclu, mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise de prolonger ou de réorienter. Nous, notre volonté, c'est vraiment plutôt de mobiliser ce dispositif comme un des outils que la région met à disposition des entreprises pour faciliter la sortie de crise et surtout leur permettre d'affronter dans de meilleures conditions des prochaines crises, qu'elles soient sanitaires, climatiques, économiques. Et la deuxième question sur les aides à la relocalisation, j'ai évoqué le panel d'aides et de dispositifs classiques dans la région qui nous permettent d'accompagner assez largement les investissements des entreprises ou des projets d'implantation et d'extension, de modernisation. Donc ça, sont des dispositifs mobilisables autour des passes et des contrats, avec un dispositif qui est transitoire pendant cette crise Covid, qui nous a permis d'élargir les critères, qui est ce qu'on appelle le pass Rebond Occitanie, mais qui traite exactement les mêmes sujets que je viens d'évoquer. Nous avons également des outils spécifiques à la localisation d'activités nouvelles ou d'entreprises nouvelles autour du pass Occitanie attractif, du contrat Occitanie attractif, pardon. Et là aussi, dans le cadre des plans de relance que la région est en train de travailler avec l'ensemble de ses partenaires, voilà, la question de la relocalisation est un sujet en cours de réflexion et qui pourra peut-être donner lieu à des dispositifs spécifiques, une réorientation, une réadaptation de nos dispositifs. Une dernière question, une entreprise qui dit être en plein développement de machines automatiques robotisées et demande est-ce que son entreprise s'intègre dans un projet industrie du futur. Si elle répond à la définition qu'on a posée de l'entreprise industrielle, c'est une entreprise de production, que son projet c'est de robotiser et d'automatiser, oui, elle est tout à fait dans la cible et c'est vraiment la cible que vise ce parcours. Sur le précédent programme régional Industrie du futur, on avait essentiellement mis l'accent sur le soutien aux investissements, la modernisation, l'automatisation, la digitalisation. L'évaluation de ce dispositif a montré qu'on avait soutenu énormément de projets. En revanche, on a eu plus de difficultés à inciter les entreprises à se faire auditer et à se faire accompagner pour inscrire ces investissements dans une stratégie plus globale et plus durable. Donc oui, clairement, si c'est le projet de cette entreprise, elle est clairement dans la cible. Et donc, on peut l'inviter soit par le site internet de la région Occitanie, page Industrie du futur, soit directement en allant sur l'adresse que j'ai donnée sur le hub Entreprendre, à récupérer l'ensemble des informations, à contacter les différents prestataires pour choisir celui qui convient le mieux à son projet et déposer son dossier pour intégrer le parcours. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question. Après, je pense qu'il va falloir conclure. Savez-vous quelle est la tendance sur la réindustrialisation des productions? Qui veut répondre? David Leçon. Oui. C'est mieux? C'est mieux, je pense. Merci Loïc. Oui, nous, on est plus observateurs, mais on va dans les usines. C'est vraiment tôt pour le dire sur les tendances. Par contre, ce qu'on voit dans les échanges en accompagnant les régions, les industriels, et puis en étant aussi de la petite entreprise, PME, TI, jusqu'aux donneurs d'ordre, c'est que c'est quand même des décisions qui vont être discutées lors des plans de relance. C'est-à-dire que entre les donneurs d'ordre qui vont avoir des décisions à prendre sur leur supply et les régions qui ont un enjeu évidemment d'emploi, nous, ce qu'on voit, c'est que ces discussions-là sont en cours, mais je pense que c'est plutôt peut-être que la région a plus d'informations là-dessus. Je pense qu'on partage tout à fait
demandé, ça fait partie des sujets qui sont posés dans l'ensemble des groupes de relance filière que nos services animent. Effectivement, c'est un peu tôt pour le dire et c'est un peu tôt surtout pour avoir une vision homogène selon les secteurs d'activité concernés. Il y a la question des relocalisations et derrière, il y a la sécurisation des approvisionnements. Elle peut passer par des relocalisations, elle peut aussi passer par une diversité, la diversification justement des sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une réponse universelle en fonction des secteurs d'activité ou des entreprises. Mais c'est bien un des sujets qui a été posé fondamentalement et qui se pose aussi en termes de souveraineté, quoi. Ouais. Après, pour ceux qui veulent creuser le sujet, nous, on a participé justement à une conférence là-dessus. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, mais on a participé à une conférence sur ce sujet. C'est quelles sont les perspectives sur les relocalisations. Donc, ce matin, il y a eu on a fait une grosse conférence qui s'appelle les Demo Days numéro 3, qui est sur notre chaîne YouTube, où on parlait effectivement de recomposition du paysage industriel. Mais aussi de transition écologique. Donc ça, vous l'avez en ligne sur YouTube. Et puis, il y a eu une deuxième conférence par Grégory Richat sur ces enjeux-là, mon associé. Donc vous pourrez aussi le retrouver. Donc si ça vous intéresse, il y a quand même en ce moment beaucoup de débats qui sont lancés et dont vous pouvez vous nourrir. Je pense qu'il est temps de conclure, donc on va remercier les intervenants. Merci à vous tous. Je vous rappelle que la vidéo de ce webinaire est disponible en replay sur la page Facebook de la CCI et que ce webinaire était le premier d'une série de 7 webinaires qui vont s'étaler sur juin et juillet. Donc voilà, ne manquez pas ces rendez-vous. Juste un petit rappel au niveau de la CCI. La CCI donc, est à votre disposition pour toutes les questions qui sont liées aux mesures d'aide en la crise actuelle. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Chambre de la CCI de Toulouse, www.toulouse.cci.fr. Et bien, merci encore et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci à vous tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.